Avec ma soeur, je me rappelle, on a toujours dit, le premier jour qu'on est venu en France, elle a dit pour nous, Corato, c'est fini. Ça n'a plus été. Et on ne s'est pas marié avec les Coratans non plus. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'était pas plus mal que ça. Mais bon, là, on travaillait, on faisait ce qu'on voulait, machin. Vous aviez tourné la page de l'Italie, quoi. Ah oui. Toujours le lendemain, c'était fini. Les soeurs à ma mère, tout ça, ils venaient. Mais nous, on n'a jamais été. Une très belle aquarelle, donc une vue de cette ville industrielle. C'est particulièrement intéressant. L'enquête, des fois, peut aboutir vite, comme être des fois très longue et prendre beaucoup de temps. La loi communautaire, on peut aussi la considérer comme un point d'ancrage qui met en perspective un siècle d'urbanisme. Je pense que c'est un véritable confort, c'est-à-dire qu'il construit en effet pour le bien-être de ses ouvriers. L'urbanisme, c'est la vie. Métamorphoses urbaines, une enquête sonore au cœur des villes industrielles de l'Isère. Mai 2025. Après avoir quitté Joël et Alain, qui nous ont raconté leur Cité des Roses dans l'épisode 3, nous faisons quelques kilomètres en voiture avec Sophie vers la Cité Jardin. Concept théorisé par l'urbaniste britannique Ebenezer Howard à la toute fin du 19e siècle, c'est une manière de penser la ville qui s'appuie sur une maîtrise du foncier, des terres agricoles autour de la ville, mais aussi une densité faible du bâti. Pour vous parler rapidement de la Cité Jardin, sachez que c'est un ensemble de logements ouvriers souhaités par l'industriel Henri Freudet au début des années 20 pour loger les nouveaux ouvriers arrivés dans les nouvelles usines. Henri Freudet y fait appel à un architecte parisien, Robert Fournet, qui lui propose ce qu'on appelle une cité-jardin composée de maisons d'ingénieurs, d'un immeuble à 13 logements, de maisons individuelles accolées par deux et d'un grand immeuble situé au centre des maisons doubles. Notre enquête au cœur des villes industrielles de l'Isère avec Sophie Duchier continue dans cette cité-jardin du Grésivaudan. On est à Brignoud, qui est un hameau de Villars-Bonneau. Les caractéristiques de cette cité-jardin, c'est déjà qu'elle porte le nom de cité-jardin. Ce n'est pas le cas des autres cités ouvrières que nous avons visitées. C'est une conception un peu différente. Il y a peut-être une organisation plus vaste, on va dire. Il y a plus d'aération, en effet. Les rues sont plus larges, même si c'est un peu le même principe que les autres cités, c'est-à-dire que c'est l'industriel qui possède ce terrain et qui décide de lotir. Robert Fournet a déjà quand même une autre expérience avec des industriels dans la région. Il a notamment travaillé pour Paul Giraud à Ugine, où il a construit également une cité ouvrière pour l'usine Giraud. Quelles sont les industries qui sont en place autour de cette cité quand elle est construite ? Alors on construit en effet cette cité ouvrière pour accueillir les nombreux ouvriers qui viennent travailler pour l'atelier des wagons. Henri Freudet donc diversifie ses activités et accepte de construire une usine qui fait la réparation des wagons des trains. Pour cette activité, il y a besoin de nombreux ouvriers. Donc, dans un premier temps, on construit des baraques en bois et ensuite on construit cette cité-jardin où on est aujourd'hui. Et la papeterie, elle est loin ? En fait, elle est dans la vallée la combe qui descend de la montagne, là dans le creux. À mon avis, à pied, on a 10-15 minutes à peu près. C'est marrant parce qu'il y a vraiment ces grandes allées là pour aller jusqu'à la maison. Alors, comme on a vu sur les photos du chantier de construction, il n'y avait pas de séparation comme ça entre les travées des maisons. Et c'était uniquement la casquette au-dessus de la porte d'entrée qui marquait l'entrée de chacune des maisons et donc une espèce de séparation entre les maisons aujourd'hui. Et il est vrai que chacun a mis des clôtures pour se séparer du jardin de son voisin. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez qu'on pose nos chaussures ? Alors moi je m'appelle Émilie. Enchantée. On connaît une Enchantée, vous ? Sophie.
Après notre tour, nous rejoignons Rosette, 94 ans, et son fils. Rosette est née au début des années 30 à Corato, au sud de l'Italie, dans les Pouilles. Rosette a 16 ans quand elle arrive dans la vallée du Grésivaudan en 1947 avec son père et sa sœur. Ses frères et sa mère les rejoindront plus tard, après avoir vendu ce qu'ils possèdent en Italie. Bien plus que la cité-jardin dans laquelle elle a vécu depuis son mariage en 1955 et son travail à l'usine dès son arrivée, parce qu'il faut bien se figurer ce que signifiait ce voyage dans les années 50. Laisser sa terre, sa maison, ses amis, pour entreprendre un long voyage à pied de 1150 km, puis passer les montagnes des Alpes dans la neige. Mais écoutons plutôt son histoire. Bonjour, je m'appelle Rosette. Nous, on a passé par la montagne, et avec la neige comme ça. On est venu à pied avec ma soeur et mon père. Alors, racontez-moi, pourquoi est-ce que vos parents font le choix de venir dans cette vallée française ? Parce que tout le monde venait, et nous, on a voulu essayer, parce qu'à Corato, c'est le travail de la terre. C'est un peu pénible. Alors, votre père arrive d'abord en 1947. Elle est restée 3 mois chez un maçon pour qu'il lui fasse les papiers. Et après, il a commencé à Coquillard. C'est une usine, ouais. De l'aluminium. Donc votre père, 3 mois chez le maçon et puis ensuite l'usine Coquillard. Quand votre mère arrive, qu'est-ce qu'elle fait ? Rien du tout. Elle nous a élevés, c'est bon. Elle faisait rien en Italie, enfin rien. Disons qu'elle ne travaillait pas, il n'y avait pas d'usine, il n'y avait rien. Quand elle était jeune, elle était couturière d'hommes, faisait les costumes et les robes. Et vous, votre mari, vous l'avez rencontré où ? On travaillait avec. Je travaillais à l'usine avec. Je l'ai toujours connu pendant 8 ans, je travaillais avec lui. Et vous, alors, à quel moment vous rentrez à l'usine ? 48. Ah donc vous aviez 17 ans. Oui. Je soudais les bouteilles de gaz. Combien de temps vous travaillez par jour ? 8 heures, pas plus. On prenait à 6h30 jusqu'à midi, et de 1h30 à 5h. Avant, on faisait 48 heures. Hein. En arrivant le matin, déjà, à 7h, 7h30. On boit le café. Non, on ne buvait pas le café, Pas non. encore ça. On s'habillait, on avait la blouse, le tablier en cuir devant, les manches jusqu'à là, en cuir, le foulard sur la tête, les grosses lunettes, parce que la soudure, surtout moi, je suis petite, alors la soudure, elle m'arrivait là, la bouteille. Alors j'avais le front, là, il était rouge, mais c'était comme ça. C'est moi qui travaillais pour les autres, parce que comme on était aux pièces, plus t'en fais, plus c'est payé, mais il y a un certain point quand même. Eh bien, celles qui n'arrivaient pas, moi je cachais le soir, le chef, il venait tout ramasser. Et vous voyez, c'était pas la même soudure, parce qu'on n'est pas pareil. Alors elle disait, oh, toi, t'as... Ouais, je dis, il n'arrivait pas, tout ça. Puis moi, j'avais le temps. Et il fallait pas dire ça. Parce qu'il dit, comment ça se fait qu'elle a le temps et pas les autres? Alors j'ai trouvé l'excuse et puis c'est tout. Ouais, parce que c'était comme ça. Mais c'était bien. Je suis restée, je sais pas moi, 7-8 ans. Et comment vous avez appris ce métier ? Eh bien, là-bas, la boîte. Pendant 3 mois. Il y a une petite usine à côté. On était une vingtaine. Et après, c'est pas tout le monde qui a réussi. Il y en a, ils sont partis ailleurs. Et moi, je suis restée. Moi, on était 3 ou 4, pas beaucoup. Parce qu'il y en a qui voient ce que c'est, ils veulent pas. Mais moi, j'étais pas loin, à pied. Mon mari, après, il travaillait là-bas aussi, j'ai rencontré. C'était du lundi au samedi ? Non, le samedi, c'était de 5h30 à 10h. Donc, vous aviez 1 jour et demi de repos. De repos, si on veut. Parce qu'il fallait faire la lessive à la maison. Ma mère n'était pas bien, alors c'était pas tout à fait du repos, mais après, je travaillais pas. Je travaillais qu'à la maison. Et comme je suis l'aînée, alors j'étais obligée de faire moi. Ma soeur, elle s'amusait avec mes 2 frères. C'était comme ça. Mais bon, je ne regrette rien du tout, madame. Rien. Et vos parents, quand ils arrivent de Corato, ils s'installent où ? Au sabot, chez ma tante. C'est de l'autre côté de Brignoux, là-bas, vers Villabonneau, quoi. C'est pas loin, mais Également. on a habité 2-3 ans là-bas chez mon oncle. Et puis après, après le baraque, là. Comment est-ce que vous trouvez cette maison, ce logement ici ? C'était les syndicalistes qui géraient ça.
C'était en ce temps-là, les syndicats, ils étaient puissants dans les entreprises. Hein. Et donc, ils géraient les logements, ils géraient tout ça, quoi. Ça passait pas par la direction. Et est-ce que vous avez pu choisir votre maison ? Non, parce que là, il habitait la dame là-bas, elle habitait là. Après, moi, je voulais venir au soleil, habiter au soleil. Alors, ça fait que je suis venue habiter là. Et la dame qui habitait là, elle était en France. Et donc, vous payez une location quand vous habitiez cette maison sans l'avoir achetée ? Bah oui, je sais pas combien, mais ouais, on payait. Ouais, Ouais. un peu, mais... Tous les mois, ouais. Avant, dans le temps, c'était 20 francs. Je sais qu'on payait pas beaucoup. Alors, est-ce que c'était agréable de vivre ici ? Ah bah oui. Pourquoi ? Parce qu'on laissait tout, parce que tous les cités-jardins, ils travaillaient au wagon. Au wagon et puis à Cullman. Alors bon, on était plus ou moins copains, quoi. Après, l'usine est fermée. Alors bon, tous les bonhommes, ils sont partis à gauche, à droite. Et mon mari, il a travaillé à Cullman. Tout en habitant là. Parce que la maison, elle était à nous après, on l'achetait. Mais moi, là, c'était 4 pièces. Oh, il doit y avoir 60 mètres carrés. Et vous, monsieur, vous avez travaillé aux usines ? Oui, un petit peu. Hein. Au wagon, non, parce qu'il y avait longtemps que c'était fermé déjà. Ouais. Mais à Cullman, oui, j'ai travaillé là. Juste avant l'armée, oui, en 1979. Et vous alors, quel souvenir vous gardez de ce travail à l'usine ? Mauvais souvenir. Ah bon. Ah ouais, moi j'aimais pas ça parce qu'il fallait travailler en équipe, il fallait travailler la ouais. nuit. Et nous, on était jeunes et on avait autre chose à faire la nuit que d'aller travailler, quoi. C'était pas un bon souvenir. Mon mari, c'est pareil, il a fait les nuits, il a fait les factures. Bon, mais... Mais alors, est-ce que c'était quand même bien payé de travailler à l'usine ? Bon, ça va. Le chef, il était d'accord avec nous. Moi, on travaillait aux pièces. Tous les habitants du quartier, on était tous de la même génération, les garçons et les filles. Donc c'était super bien, c'était trop bien. Oui. On jouait tous au foot ensemble, on allait à l'école ensemble, on jouait au foot ensemble, on était toujours ensemble. C'était vraiment la vie de quartier, mais une belle vie, quoi. Hein. Puis là, dans le quartier, là, c'était tous des gens à peu près mon âge, tout ça. Alors, personne ne travaillait, on se voyait tous. Moi, j'avais une voisine, là, Madame Félicie. Eh ben, on restait pendant 1 heure dans la cour, là, on racontait les bières, bon. Hein. Mais là, les jeunes, ils travaillent, on les voit à peine. Et puis les jeunes, il n'y en a plus dans les cités. Ouais, les enfants, il n'y en a plus, quoi. Ouais. Mais autrement, bon, j'étais bien. Alors Sophie, quand elle a travaillé sur l'inventaire, elle a trouvé plein de photos et elle vous en a apporté quelques-unes aujourd'hui. Ah bon, allez-y. C'est sur votre chemin pour C'est aller à la maison, l'école. oui, la maison qui monte, Voilà. dans la montée, là. L'architecte. Ah, t'en souviens au feu, là. Ouais, au Ah, feu. ouais, Ouais. Le chemin, regarde. Il n'y avait même pas de goudron, il n'y avait rien du tout. C'est de quelle année, ça? C'est au moment de la construction, donc entre 1922 et 1925. Ah oui, on était loin près. du goudron, effectivement. Ça, c'est le bois Chanimbo. Et ma mère, au début, quand elle est arrivée, ils habitaient là. Ça s'appelait les baraques. C'était des taudis en bois, quoi. C'était des taudis, mais il n'y avait pas de toilette, il y avait C'était que construit dalle. en bois, c'est pour ça qu'on parle Non. de baraque. Eh oui. Mais je sais pas pourquoi tu dis ça. Ouais, parce que c'est Moi, vrai. j'ai habité dedans. Mais c'était comme ça, les murs. On n'avait pas d'eau, on n'avait pas de toilette, Baraque. mais c'était un mur. On n'avait qu'un lavabo, mais il n'y avait pas d'eau dessus. Il fallait aller chercher au bassin. Parce qu'au milieu des cités, des maisons, il y avait un bassin, alors tout le monde allait chercher de l'eau là-bas. Ainsi s'achève ce 4e épisode du podcast Métamorphoses urbaines, qui a dirigé nos pas dans cette enquête dans la cité-jardin de la commune de Brignoud. Merci infiniment à Rosette et à son fils pour leur accueil et leur témoignage. Dans le dernier épisode de cette série de podcasts, nous allons nous pencher sur nos villes aujourd'hui. À très vite.